Oui, j'ai pris un thème concernant les Méléséens du Chalcolithique à nos jours, parce que je pense que c'est l'ensemble qui a finalement été le plus intimement lié à l'action de l'homme dans nos montagnes. Le mélèze est une essence expansionniste qui permet de ce fait d'avoir une capacité de colonisation extrêmement rapide par le biais de son anémochorie et par le biais de sa croissance qui est quand même contrainte par les facteurs climatiques liés à l'altitude. L'extension du mélèze est liée aussi à la présence de porte-graines et l'on a vu un certain nombre. Le diaporama, c'est moi qui l'anime. Ah, tu peux me le faire. Fais-moi passer quelques photos. Voilà, là je voulais montrer un peu cette remontée en altitude des Méléséens à l'heure actuelle, qui, disons, illustre le fait que dans ce que l'on parle, dans ce que l'on qualifie de changement climatique, il faut toujours faire deux parts, à mon avis. Une part qui est un retour sur le passé, parce que la pédoanthropologie, l'étude des charbons de bois dans les sols, nous a montré que le mélèze allait à des altitudes souvent insoupçonnées, autour de 2500 mètres. Donc l'action humaine a quand même agi et raboté pas mal ces forêts d'altitude pour installer des parcours. Et aujourd'hui, dans ce que l'on appelle changement climatique à partir d'une seule espèce, à la limite, ça ne veut rien dire. Il faut des cortèges d'espèces, il faut des suivis de populations pour affirmer avec une approche fine de l'existence réelle de changement climatique. C'est une idée que je voulais faire passer. Deuxième photo. Alors, le mélèze, j'ai voulu présenter cette mélèze qui vient du parc parce que je n'avais pas de ressources photographiques. Le mélèze est un arbre assez particulier. S'il a été développé par l'homme, c'est parce que c'est un arbre fertilisateur. Il perd ses aiguilles, vous le savez tous, et il apporte au sol, dans la neige, il apporte du calcium, il apporte du magnésium, il apporte du potassium, et c'est donc un fertilisateur naturel qui ensuite, avec la minéralisation de la matière organique, développera des composants azotés. En plus, le mélèze a une particularité, c'est qu'il produit 2 générations d'aiguilles. Les brachyblastes, qui correspondent à une génération qui va durer de l'ordre de 3 semaines et qui, elle, enrichit le sol en phosphore. Le phosphore, vous le savez, c'est un élément qui permet de résister au froid, si bien que souvent, sous les Méléséens, vous avez au printemps un démarrage de la végétation beaucoup plus précoce que dans les pelouses hors méléséens. Donc l'homme a utilisé cela et les bergers ont été finalement les acteurs de cette utilisation parce qu'ils ont favorisé essentiellement la strate herbacée. Alors là, on voit des mélèzes à différentes saisons, tu peux continuer en automne. Alors là, c'est un problème de la non-action de l'homme, parce que dans les Méléséens, l'homme pratiquait d'une façon tout à fait naturelle, mais depuis très longtemps, depuis le Chalcolithique probablement, d'une façon tout à fait naturelle, ce que les forestiers font aujourd'hui. L'homme pratiquait du dépressage. Il a enlevé les individus malvenants pour laisser des densités réduites de façon à assurer la compatibilité entre l'arbre, l'herbe et l'animal. Et donc, il sélectionnait les beaux arbres pour pouvoir les utiliser pour les bardeaux de mélèze, pour les charpentes,
mais également pour creuser dans les troncs des gouttières, pour permettre la circulation des eaux le long des versants, car l'eau était la ressource principale, il ne faut pas l'oublier, dans les Alpes-Maritimes, du bas de vallée pour les établissements humains, pour les cultures, et les Alpes-Maritimes avaient de l'irrigation des châtaigneraies grâce au mélèze. Donc le mélèze était à la fois l'élément pastoral, mais également l'élément qui assurait la ressource en bois et qui, par l'aide à la circulation des eaux, allait constituer les canaux d'irrigation. Alors, cette photo, je la laisse parce qu'elle montre finalement une zone de reboisement dans la région du col, au nord du col des Champs, qui n'a pas été débressée et qui traduit le fait que finalement, du point de vue du bois, c'est très peu, et du point de vue de la ressource du sol, c'est également très peu, car l'équilibre entre l'herbe, l'arbre et l'animal dans ce type d'écosystème n'est pas possible. Voilà des mélèzes que j'ai représentés en hiver avec l'absence d'aiguilles. Continue. Encore des photos où l'on voit que finalement le mélézéen présente toujours des arbres malvenants, mais également des arbres d'une certaine taille qui peuvent être sélectionnés et utilisés. Et la situation dans les rochers, qui était toujours une situation de colonisation par les essences, était celle de l'arole. Si vous regardez la répartition de l'arole dans les Alpes-Maritimes, par exemple dans la vallée de la Gordolasque avec le massif du Néglier, dans la vallée de la Vésubie vers le Boréon, vers également le vallon de Molière, le Caire d'Archas en particulier, l'arole occupe toujours, les vieux aroles occupent toujours les zones rocheuses. Parce que, à mon avis, c'est l'analyse que je fais, lorsque l'arole tend à s'installer et à dominer, il a ces tendances à l'heure actuelle, il crée une litière acide qui est peu compatible avec le système herbacé. Et donc l'homme, la forêt d'Arole qui occupait, on le sait à travers la palynologie, et avant le mélèze, puisque le mélèze prend son extension au boréal, au tardiglaciaire, les pins étaient très importants dans le paysage. Toutes les tourbières analysées par Jacques-Louis de Beaulieu montrent l'importance de ces pins, dont l'arole devait être compris. Il est identifiable par des méthodes extrêmement complexes, ce que l'on ne fait pas. C'est un Japonais, je crois que tu me l'as dit hier, qui a permis cette identification des pollens d'Arole, mais il était probablement en altitude avant le mélèze. Et le mélèze, lui, se situait dans les zones de colonisation, dans les couloirs d'avalanche, dans la fameuse zone de combat. Et c'est l'homme, pour moi, qui l'a développé toujours au détriment des pins. C'est tellement vrai que lorsqu'on regarde la configuration générale des Alpes-Maritimes et que l'on essaie de repartir vers le cadastre sarde et également vers les territoires de chasse des rois de Piémont-Sardaigne, on voit que les vieilles forêts de conifères, de sapins, d'Arole, d'épicéas sont intimement liés au système de protection. Le pastoralisme était interdit. Donc le mélèze, qui était compatible surtout avec le système arbre-herbe-animal, était peu développé parce qu'il ne correspondait pas aux usages.
continue, si tu peux. Voilà encore quelques beaux exemples de ces colonisations. Vous voyez, c'est vraiment l'espèce pionnière qui arrive à occuper des blocs d'éboulis, s'infiltrer, mais qui stabilise également dans les parties sud et dans les parties nord tout le système forestier de versant. Le mélèze d'Adré était beaucoup plus clairsemé, en ce sens que c'était un mélèze caractérisé par des genévriers, des raisins d'ours, pour l'essentiel, des berbéris, des épines-vinettes, des rosas, des rosiers, Rosa spinosissima notamment, tandis que sur les ubacs, c'était les systèmes à rhododendron, lorsque l'évolution se faisait. Mais l'homme a bouleversé cet ensemble. Sur le versant sud, dans le Mélézéen, il a créé des zones de culture jusqu'à une altitude. Et une des particularités des spectres polliniques de De Beaulieu, c'est de mettre en évidence l'arrivée précoce des céréales dans le massif du Mercantour, et particulièrement dans sa partie orientale, dans la zone de la minière de Tende, donc la vallée des merveilles. Et en même temps, de ce fait, les adrets, par la suite, ont été cultivés en pommes de terre. J'ai connu sur Isola, en montant donc au col, des cultures de pommes de terre à très haute altitude qui étaient des cultures irriguées. Les bergers partaient au printemps, puisque c'était des troupeaux locaux. On n'avait pas les grands camions qui amenaient sur place les troupeaux pour les densifier et pour qu'ils arrivent à faire des mélézéens où aucune régénération n'est possible et où l'herbe est entièrement tondue, où il n'y a plus rien. C'est de la dégradation, alors qu'ailleurs, on retrouve encore quelques zones de prébois. Continuez. Voilà ici une belle situation des floraisons de printemps, ce que l'on appelle les plantes vernales, qui fleurissent dès que la neige a fini de fondre. C'est la fameuse, c'était ce que l'on appelait à l'époque Ranunculus pyrénéus, qui est revenu, qui est devenu Ranunculus kupferi. Elle a été dédiée à Kupfer, qui était un excellent botaniste de l'université de Genève. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la ranuncule de Kupfer. Mais là, il y a un tel tapis que la photo était très illustrante. Alors, autre chose, dans les Mélézéens, il y avait également des prairies de fauche. Des prairies de fauche avec évidemment des mélanges d'ombellifères, là vous avez des ombellifères, de graminées, mais également de fabacées. Beaucoup de légumineuses. Les fabacées sont les légumineuses, maintenant elles sont devenues fabacées. Mais ça ne change rien au monde. Le monde continue de tourner. La légumineuse enrichit le sol en azote à partir de l'azote atmosphérique. Elle enrichit le sol en azote minéral et la graminée, qui est gourmande d'azote, vient s'installer et produire, elle, des phosphates. Donc finalement, ces prébois sous mélèze était un mélange extrêmement diversifié d'espèces avec une très très forte variabilité spatiale. On ne pouvait pas décrire des groupements stables. Et lorsque les taux d'azote devenaient très importants, alors à ce moment-là, c'était les nitrophiles et notamment les grandes ombellifères comme les Chirophyllum qui s'installaient, Chirophyllum hirsutum, puis d'autres espèces, 5 minutes, mais j'aurais fini. Donc les Chirophyllum qui s'installaient et utilisaient cet azote, puis on retournait ensuite au système fabacé, graminées et hautes herbes avec les ombellifères. Donc vous voyez, en fait, ce système-là était très fonctionnel. Hein.
une certaine stabilité en termes de couvert, un usage du bois et en même temps une optimisation de l'apport qu'assurait le mélèze à travers ses aiguilles et cet engrais naturel qu'il constituait. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer puisque nos troupeaux dans les prébois sont de moins en moins importants? Eh bien, la nature va reprendre ses droits. Les épicéas, les sapins, à altitude les arolles, sont en train de reconstituer dans ces méléséens liés à notre histoire, enfin à celle que j'ai connue quand je faisais ma thèse. Les méléséens vont progressivement s'enrésiner au point de, non pas de disparaître, mais de devenir minoritaires dans le tapis végétal. D'ailleurs, je vous rappelle que les derniers chiffres publiés par l'IFN, l'Institut français auquel j'ai participé, la statistique des forêts, montrent que les méléséens sont en réduction, que le sapin est en augmentation, l'épicéa également, ce qui prouve bien que les tendances, ces petites tendances actuelles commencent à s'installer, mais vont dans le temps devenir non pas ravageuses, parce que le sapin a son intérêt, l'épicéa a son intérêt, mais malgré tout, beaucoup d'assemblages d'espèces de sous-bois vont disparaître. Et avec elles, toute une flore et toute une faune particulière. Alors, fais vite dérouler. Là, j'avais représenté. Là, ce sont des reposoirs de troupeaux. Continue. Et j'ai voulu montrer quelques exemples de mélèzes anciens qui sont parasités par les polyporacées, par des champignons qui, lorsque leur vie se réduit, comme la mienne, vont laisser des espaces libres, des galeries, des zones cavicoles qui vont servir à l'avifaune, le piquet-pêchette, la chouette de Tegman, mais également aux chiroptères. On a là, dans ces zones des barbastelles, des petits rhinolophes, des murins d'Alcatoé, et donc toute une faune diversifiée qui doit sa fonctionnalité grâce aux méléséens. Donc vous voyez que l'homme, finalement, qui a été dans le temps un constructeur, un bâtisseur d'écosystèmes, un utilisateur d'un espace, a su avec raison, avec sagesse, s'inscrire dans une pérennité qui n'était pas celle de l'Anthropocène, parce que l'Anthropocène, c'est un peu le mythe, c'est un mythe, mais cela correspond à une réalité historique. Et cette réalité historique, en grande partie, vos enfants, j'en suis sûr, la verront petit à petit décliner, parce que le mélèze est appelé inévitablement à retrouver les espaces qui ont été initialement les siens. Voilà de très beaux méléséens candélabres. Je crois que c'est la même photo que Jean-Louis. Hein? C'est la même que tu as montrée hier, mais c'est pas grave. Hein? C'est pour montrer la coexistence des jeunes et des vieux. La coexistence des jeunes et des vieux, ben, c'est la vie. Hein? Voilà, et je fais partie de cette phase qui va s'accomplir. Mais je n'arriverai pas jamais à l'âge de ce mélèze. Voilà, j'en ai fini. Merci Marcel. Est-ce qu'il y a... Et on t'en remercie. Est-ce que tu veux t'asseoir le temps des questions? Non.
Bonjour, Fabien Piednoir, lycée Guillaume Apollinaire. Vous avez parlé tout à l'heure de pollen de graminées cultivées. Et j'ai un petit peu de mal en termes de temps à situer. Calcolitique, si on est déjà sur la domestication, si avec ces pollens on arrive à retrouver des anciennes variétés, ou si on peut dater un petit peu des choses un peu plus récentes. Ce sont probablement des variétés anciennes. Parce que si aujourd'hui, on voulait faire sur nos tables, ici vous appelez ça des tables, chez moi dans la région de Toulon, c'est des restaurants. Hein. Bon, si on voulait cultiver du blé, du seigle, des petits pois, des pois chiches, des fèves, avec les graines qu'on vend actuellement chez les pépiniéristes, on n'y arriverait pas. Et c'est un des problèmes de la conférence de Rio. J'étais au sommet de la Terre avec François Mitterrand en 91. J'ai participé aux négociations sur la charte biodiversité parce que ça devait être inscrit en 1. En 1, on devait, au lieu d'avoir le système de prévention, le système de précaution, le système de pollueurs-payeurs et de développement durable, à Rio, on devait avoir la protection et la conservation de la biodiversité. Ça n'a pas été possible parce que les États-Unis ont refusé catégoriquement qu'on inscrive la protection et la conservation des semences anciennes dans la charte de l'ONU du sommet de la biodiversité de Rio. Parce qu'ils avaient déjà préparé leur système économique aux OGM. Alors, pour vous répondre très clairement, effectivement, ce sont des céréales, mais probablement, si on devait trouver des graines capables de pouvoir reconstituer des cultures, il faudrait aller les chercher, par exemple, en Afghanistan, au Liban encore, en Syrie ou en Afrique du Nord. On aurait là quelques chances de trouver des semences adaptées au milieu plus sec. Merci. Une dernière question ? Oui, donc Frédéric Leblanc d'EDF. J'ai été assez sensible à votre présentation, et notamment sur les aspects chiroptères, puisque moi-même je les étudie un peu. Et il me semble qu'au cours des années 2000, il y a eu un travail assez important fait par Michel Barato sur ce mélésien, justement avec des indices d'activité sur différents peuplements au sein du Mercantour. Ceci dit, il me semblait que dans les conclusions qu'il avait relatées, il indiquait qu'il y avait, dans l'ordre des successions finalement dans ces mélézins, des milieux qui avaient tendance à disparaître, notamment les landes sous mélézins, dans lesquels il y avait une certaine activité des chiroptères. Et je voulais savoir à quoi était due finalement cette raréfaction des landes, et si en termes de perspective, le fait, comme vous l'avez indiqué, de maintenir ces vieux mélèzes devait faire l'objet d'exploitations forestières pour paradoxalement maintenir des vieux mélésins ou faire évoluer les actuels vers des vieux mélésins. Plus complexe que ça. Parce que la lande, ce que vous appelez la lande, c'est-à-dire en gros les rhodorés ou les formations à genivriers, sont des milieux paucis, et les formations à myrtilles également, qui sont souvent des populations clonales issues au départ de quelques individus et qui, par renouvellement végétatif, arrivent très rapidement à occuper l'espace. Si bien que ce sont des milieux paucis spécifiques, avec très peu d'espèces. Or, les chiroptères, et probablement Guéguen en parlera, sont des bestioles qui chassent à la fois au sol les insectes du sol et les insectes de la canopée. Et c'est une diminution de la ressource qui entraîne une diminution des populations. C'est pour ça que, en fait, j'ai insisté sur un point, j'aurais dû m'attarder davantage, c'est que pour déterminer des changements,
il faut travailler sur les populations, sur des effectifs. Alors là, on peut dire avec certitude, il y a un écroulement des effectifs de telle espèce par rapport à telle autre espèce. Et il faut chaque fois relier ces effectifs à la ressource. Est-ce que la ressource trophique est présente pour que l'espèce subsiste? Donc cet amenuisement est lié au fait que la ressource, malheureusement, avec le développement des landes, diminue. La ressource trophique diminue. Alors, les chiroptères, il y a un exemple très beau, puisque dans les Alpes de Haute-Provence, à Tournoux, vous avez la chance d'avoir les plus hautes, en altitude, je parle, populations de barbastelles. Mais elles vont se reproduire dans le fort de Tournoux. Vous voyez que les forts dont on parlait hier contribuent aussi à la biodiversité et aux aspects fonctionnels. Ça leur permet de trouver des conditions à peu près d'hygrométrie et de température à peu près constantes pour ensuite, après, aller faire leur vie dans les beaux méléséens de notre parc national.